Alors, je vais effectivement vous parler des risques en adoptant une démarche qui est un petit peu inhabituelle par rapport lorsqu'on parle des risques dans le contexte du CEP, à savoir que je ne vais pas du tout vous parler des risques liés en fait aux radiations. Encore que on y échappe quasiment, c'est quasiment impossible d'y échapper, donc on aura quand même quelques petites choses qui reviendront sur la question des risques radiologiques, mais essentiellement, je vais vous parler de deux types de risques. Un premier aujourd'hui, un deuxième demain, qui concerne en fait tout d'abord les risques hydroclimatiques, donc en fait ceux qui sont essentiellement liés aux cyclones. Et demain, je vous parlerai des risques davantage liés en fait au tsunami. Alors, je vais partir en introduction sur une petite constatation qui est intéressante, qui est que vous avez eu dans les années 80, suite à la succession d'une série de ce qu'on appelait des phénomènes hydrauliques, des travaux lourds de mise en sécurité qui ont été faits sur le site de Morurua, avec en plus l'adoption de protocoles de mise en sécurité des personnels, donc en fait dans les années 80. Et lorsqu'on travaille sur les risques, sans être spécialement, on va dire un spécialiste de la question des risques liés au nucléaire, il y a quand même des questions qui se posent d'un point de vue justement de l'approche géohistorique, c'est pourquoi finalement on a ces démarches qui sont mises en place 20 ans après l'installation du CEP. Donc c'est une question qui mérite justement d'avoir un petit peu de réflexion par rapport justement à cette dimension des risques du point de vue du CEP. Alors, je vous disais, c'est une approche qui va être géohistorique, donc qui va tenir compte des aspects à la fois spatiaux et temporels de la question des risques, et qui va s'intéresser en termes d'analyse à la fois à la dimension temporelle et à la dimension spatiale du risque qu'on va traiter de manière conjointe, avec une dimension rétrospective, donc on va retourner en arrière, et une dimension prospective qui nous permettra également d'avoir quelques petites remarques par rapport à la situation actuelle. Alors, les questionnements qui se posent par rapport à ça, c'est évidemment... Ouais, c'est mieux comme ça ? Parfait, d'accord. Alors, donc, lorsque vous avez cette question de la prise en compte des risques, la question qui se pose, c'est tout d'abord de quel risque on parle exactement dès lors qu'on sort de la question des risques purement radiologiques. Et donc, il y a obligatoirement une réflexion sur la question de la sortie, finalement, d'une sorte de focalisation de cette question des risques radiologiques. Et au-delà de ça, ça nous renvoie à toute une question qui est évidemment d'actualité en Polynésie, mais finalement sur l'ensemble du territoire français, qui est celui de la culture du risque, qui va être fabriqué autour de cette question de l'histoire des risques. Et donc, ce dont je vais traiter pendant cette intervention, ça va être une approche de géohistoire de l'environnement et plus spécifiquement de géohistoire des risques. Et en fait, je peux que remercier Renaud Mels de m'avoir mis dans les pattes ce sujet-là, parce qu'on est sur quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque finalement la dimension des risques dans le cas de la Polynésie et de Tahiti est absolument extraordinaire. Tahiti est extraordinaire, je fais un peu de lèche, mais enfin les risques en plus à Tahiti sont vraiment extraordinaires. Extraordinaire pourquoi ? À cause de la diversité et de la complexité, et notamment dans le cas de ceux qui sont liés au CEP, mais aussi parce qu'on est en fait horriblement frustré, puisque dans le cas des risques liés au CEP, on est face à quelque chose qui est difficilement solvable dans la mesure où on manque d'informations pour aller au bout de l'analyse. Alors, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? On va traiter effectivement de la question des risques liés aux vagues, mais des vagues des cyclones, en vous rappelant rapidement un petit peu ce qu'il en est de la géohistoire des risques. On verra ensuite les activités à risque dans un territoire à risque, donc là où s'est installé le CEP. On fera une petite digression qui nous permet de passer des risques subis aux risques produits, qui sont liés à l'activité du CEP, et qui auront pour thématique finalement la question de l'anticipation ou de la non-anticipation de cette question des risques que vous avez dans le cadre de la mise en place du CEP. Et finalement, mon intervention sera assez proche de celle de Renaud Mels, puisque autour de la question de l'anticipation, vous avez celle évidemment de la dissimulation, qui est une question évidemment tout à fait centrale par rapport à ça. Et demain, je vous parlerai plus rapidement évidemment des risques tectoniques et des tsunamis. Alors tout d'abord, rapidement sur la géohistoire, qui est une approche, on va dire, conjointe du temps et de l'espace dans l'analyse des territoires. Vous avez 4 éléments importants dans la géohistoire. Donc, oups, je reviens en arrière. La prise en compte simultanée de la dimension spatiale et temporelle sur un objet géographique, la mise en récit pour créer un continuum dans l'analyse, la contextualisation pour comprendre comment évolue
le phénomène, l'objet dans le temps et dans l'espace, et la confrontation à des états antérieurs, de manière à mettre en place des évolutions et bien sûr le poids des héritages que vous avez par rapport en fait à cette question des risques. Et donc, dans le cas de la géohistoire des risques spécifiquement, vous avez une dimension qui est pleinement opérationnelle. Le but, c'est pas simplement de réfléchir pour réfléchir, c'est de réfléchir aussi pour, fournir des éléments d'intégration pour l'aménagement du territoire en termes d'opérationnalité. Je vous ai mis une petite définition du risque quand même en termes de rappel pour que vous voyiez à quel niveau se situent les enjeux en termes de géohistoire des risques. Donc dans le risque, vous avez deux choses. Vous avez l'aléa qui est, si vous voulez, le processus qui va potentiellement faire des dommages. Cet aléa va concerner des enjeux plus ou moins vulnérables. Il y a une dimension qui est très importante et j'insisterai un petit peu plus dessus demain, à savoir que finalement les enjeux vulnérables, que ce soit des personnes, que ce soit des biens, etc., sont à la fois victimes et c'est très important, cause résiduelle finalement de cet événement. Et dans le cas finalement des risques liés au CEP, vous avez quelque chose qui fonctionne très bien en termes de définition du risque. Et donc lorsqu'on travaille sur la géohistoire des risques, on va évidemment s'intéresser à la reconstitution des phénomènes extrêmes pour comprendre comment ils sont gérés. On va essayer de prendre en compte les phénomènes qui permettent de les expliquer, aussi bien les phénomènes naturels que les phénomènes anthropiques. Et puis on va transposer ça dans le contexte actuel pour évidemment permettre une optimisation de la prévention et notamment une confrontation au zonage réglementaire. Et dans le cas de Tahiti, je vous disais, on est sur quelque chose de très intéressant puisque vous avez un contexte particulièrement compliqué en termes de zonage réglementaire. Alors, l'approche régressive qui est typique de la géohistoire, finalement, elle va servir à l'analyse de la situation actuelle à la lumière de l'évolution diachronique d'un territoire. Alors, la géohistoire et la géohistoire des risques va nécessiter une triple compétence. La connaissance du territoire, évidemment, la connaissance des processus et dynamiques qui les caractérisent et, bien sûr, fondamentalement, la maîtrise des sources. Et la maîtrise des sources, vous êtes là face à en fait une double complexité. La première, c'est que les sources sur les risques sont liées à l'endommagement, c'est-à-dire que pour qu'on ait des sources sur les risques, il faut qu'il y ait des dommages, sinon on ne produit pas de sources. Ça n'intéresse personne, un événement qui ne produit pas de dommages. Et donc, à partir du moment où on a cette conceptualisation que le CEP s'est installé dans quelque chose, entre guillemets, qui est un désert, se pose la question de savoir est-ce qu'il y a des sources qui vont être disponibles dans ce désert pour caractériser les risques. Et puis se rajoute à ça une deuxième dimension qui est vraiment spécifique en fait au CEP, qui est un cas tout à fait unique de ce point de vue-là, à savoir que vous avez un accès aux sources, non pas que les sources n'existent pas, non pas qu'elles aient été détruites, mais tout simplement, on n'a pas forcément accès à la totalité des sources. Et donc on est obligé finalement d'essayer de trouver des combines pour dépasser cette question de non-accès aux sources, pour expliquer comment évoluent finalement les phénomènes. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est tout d'abord la mise en place finalement du CEP dans un territoire à risque. Donc c'est pour ça que j'ai dit activité à risque, liée en fait évidemment aux radiations, dans un territoire à risque et territoire à risque préexistant. Et donc, quand vous faites un peu un décryptage du territoire à risque que vous avez en fait en Polynésie, dans le secteur où c'est installé le CEP, vous avez une situation de risque antérieure à l'arrivée du CEP, puisque lié à la localisation du territoire dans le Pacifique, lié aux caractéristiques du territoire en termes de climat, de relief, d'insularité, vous avez une situation de risque préexistante par rapport aux cyclones, par rapport aux tsunamis, etc., etc. Le CEP va s'installer là-dedans, va modifier finalement les aléas, de manière directe ou indirecte, on le verra un peu plus demain. Vous allez avoir des effets dominos de risques qui vont générer d'autres risques, et vous allez avoir une modification des vulnérabilités et des enjeux, parce que, en fait, à travers le CEP, on va avoir construction d'infrastructures, on va avoir arrivée massive d'enjeux humains, et donc on a une vulnérabilité qui va changer. Quand la vulnérabilité change, le risque change aussi. Et puis vous avez la situation évidemment postérieure au CEP, où là ce qui va être intéressant, c'est d'analyser le risque à travers les héritages qui sont ceux du CEP en termes de risque. Alors vous le voyez sur la carte qui se trouve ici, lorsque vous travaillez par exemple sur les cyclones ou les risques hydroclimatiques, il y a des zones où les cyclones sont relativement importants, notamment sur les australes. C'est un petit peu moins sur les Tuamotu, sauf, si vous voulez, dans ce petit secteur-là, d'après l'article qui est cité ici, qui correspond grosso modo au secteur où se trouve Moroa et d'ailleurs Fangataufa. Et donc, toute la question qui va se poser autour du risque est celle de la gouvernance et de la gestion, qui va accompagner finalement la prise en compte du risque dans le déploiement du CEP. Alors, si on fait une petite géohistoire rapide des cyclones en Polynésie, une chronologie des cyclones qui sont significatifs. Alors,
Les premières traces écrites, on les trouve en 1825. Vous avez entre 1825 et 1945 13 cyclones qui sont répertoriés, avec une intensité qui est difficile à analyser. Alors, pourquoi que 13 ? C'est encore une fois quelque chose qui est lié à l'endommagement. Vous n'avez pas beaucoup d'enjeux, vous n'avez pas beaucoup de sources, donc vous n'avez pas beaucoup d'informations. Donc évidemment, on est sans doute dans quelque chose qui sous-estime la réalité du phénomène physique en tant que tel. Par contre, entre 1945 et 2009, vous avez 48 épisodes cycloniques avec une information qui est là aussi sujette à caution, puisque vous avez un effet source. Il y a des sources qui sont disponibles, d'autres qui ne sont pas. Et il y a un effet vulnérabilité, puisque plus on rajoute de la vulnérabilité, plus potentiellement on va avoir des sources qui vont renseigner l'histoire des cyclones. Alors, je vous en ai quand même mis quelques-uns qui sont significatifs. Donc, ceux de 1878, toute la série des cyclones du début du XXe siècle. À chaque fois, on a plusieurs centaines de morts hein, sur le secteur de la Polynésie. Et puis, il y a un trou concernant les événements majeurs, jusqu'à la réapparition d'une série de cyclones pas très importants, mais qui font quand même des dégâts, même des morts, hein, au tournant des années 50 et des années 60. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, cette période-là où tout à coup on a un retour d'une fréquence de cyclones relativement élevée, ça correspond à quoi ? Ça correspond pile poil aux années qui précèdent tout juste l'installation du CEP. Ce qui veut dire qu'on est dans un contexte où, avant que le CEP arrive, on a finalement un petit coup de pouce des cyclones qui se signale en disant au CEP, attention, le risque cyclonique il est présent, essayez d'y penser lorsque vous allez mettre tout ceci en place. Donc on a un contexte qui, en termes de prise en compte du risque cyclonique, pourrait tout à fait marcher, dans les faits. Dans les faits, ça pourrait marcher. On verra ce qu'il en est réellement sur le terrain. Alors, deuxième chose qui va être intéressante dans finalement cette situation où on a des événements qui nous indiquent que le risque est présent, c'est que dans le cadre de la mise en place du CEP, pour le suivi notamment des effets des tirs aériens, vous avez la mise en place de tout un réseau de suivi météorologique. Et ce réseau de suivi météorologique, associé au personnel, associé en plus à Tahiti aux travaux qui sont faits par l'Orstom, hein, avant que ça devienne l'IRD, vous avez en fait une production d'informations en matière climatique qui est absolument météorologique et tout à fait colossale. Donc on pourrait se dire, non seulement on sait qu'on est dans une zone à risque, parce que ça s'est manifesté juste avant qu'on arrive, et en plus, on a mis en place un système particulièrement performant pour faire de la formation et de la prévention des risques. Sauf que, évidemment, la question qui se pose, c'est que la mise en place de ces postes météorologiques, finalement, quel est leur objectif ? Est-ce que leur objectif, c'est justement de fournir de l'information pour créer de la culture du risque et faire de la prévention auprès de la population ? Ou est-ce que c'est de suivre finalement ce qui se passe au niveau du CEP ? La réponse, elle est implicitement dans la question. Et donc, toute la question qui se pose autour de ce suivi météorologique de premier plan, c'est finalement, est-ce qu'il a une application directe qui est une plus-value pour la société civile ? Et là-dessus, ça pose tout à fait question quand on voit les événements qui sont produits ensuite. Troisième chose, je vous disais, il y a eu des événements juste avant l'arrivée du CEP. Et derrière, on va dire qu'il y a eu un coup de bol, puisque entre 61 et 81, on a eu un trou au niveau de l'activité cyclonique, à savoir qu'il y a eu très peu d'événements majeurs. Et donc, l'installation du CEP s'est déroulée dans un contexte où le risque cyclonique était relativement peu présent, et donc a permis finalement d'évoluer pendant une bonne vingtaine d'années sans que ce soit quelque chose de significatif. Alors, c'est valable pour le CEP, c'est valable pour l'ensemble du territoire polynésien et de la société polynésienne, puisque vous le voyez à travers cet événement-là. Quand on a une reprise massive de l'activité cyclonique au début des années 80, ça surprend un petit peu tout le monde, y compris les Iliens, qui comprennent la nécessité de la prévention après avoir été touchés, mais qui, en même temps, sont dans une approche qui est finalement assez traditionnelle du risque, hein, puisque si les derniers se sont produits 70 ans avant, ça veut dire que les prochains se produiront de nouveau 70 ans après, ce qui est évidemment tout à fait réducteur de ce point de vue-là. Il montre bien que dans la société, il y a de toute façon une absence significative de culture du risque. Alors vous le voyez sur le schéma, à ce niveau-là, avant les années 80, il ne se passe pas grand-chose. Alors, le schéma en question, qui est une des bases de données assez importantes sur les cyclones au niveau de la Polynésie, il commence dans les années 70. Pourquoi avant les années 70 ? Parce qu'avant, en fait, il n'y a quasiment pas d'informations fiables, donc du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les années 60. Alors,
sur cette fameuse absence de la culture du risque, vous trouvez énormément d'ouvrages scientifiques qui parlent de l'absence de culture du risque, notamment au niveau de la Polynésie. Je vous ai sorti quelques exemples. Hein. Faible fréquence a conduit à un relâchement de la vigilance. Aucun abri collectif approuvé adapté se trouvait dans les Tuamotu avant 83. Les cruels souvenirs des cyclones s'étaient estompés dans les mémoires des Tahitiens. Donc moins de prise en compte par les Tahitiens, encore moins par les Européens qui arrivaient là sans connaître finalement le territoire. Donc on était dans une situation de méconnaissance du risque par absence finalement de pratique de ce risque. Et ça, finalement, est-ce que c'est propre à la société tahitienne? Absolument pas. Vous allez à Mulhouse, d'où on vient, c'est pareil. Vous allez en Alsace, c'est pareil. Vous allez en France, en fait, c'est pareil. Et finalement, Tahiti et la Polynésie est exactement comme le reste du territoire français par rapport à ça, à savoir qu'on a un déficit de culture liée dès lors qu'on n'est pas confronté de manière régulière à ce niveau-là. Et ça, c'est un problème, évidemment, qui est plus politique qu'autre chose. Et là où on a en fait un élément qui est important par rapport à cette absence de culture du risque, c'est que les personnels du CEP qui sont venus s'installer dans le coin, ils n'avaient pas davantage de culture du risque par rapport à ça. Et vous avez quelques exemples ici qui le montrent, hein, quand on vous dit l'esprit n'était pas maritime pour dessous, et en fait on avait l'impression que les officiers qui étaient recrutés étaient choisis pour leur ignorance des choses de la mer. Donc en fait ils venaient du désert de sable et ils se retrouvaient dans un désert d'eau sans savoir comment fonctionnait cette mer, et ça explique aussi qu'ils étaient pris complètement au dépourvu dès lors qu'on avait un cyclone, un tsunami ou ce genre de choses. Et donc du désert de sable au désert maritime, qui est quand même un concept assez fort hein, dans la mise en place du CEP, vous avez en fait une vision complètement tronquée du risque, parce que les enjeux, dès le départ, sont réduits à la dimension humaine. La dimension environnementale, elle n'existe pas. C'est comme finalement si le désert se créait tout simplement parce qu'il n'y a pas d'homme. Donc du coup, on est dans quelque chose où le risque est absent. Il n'y a pas de risque lié à la dimension environnementale. Et la focalisation sur les risques radiologiques, là aussi, c'est quelque chose. On évacue les populations. Donc derrière, la situation est quasiment réglée, qui est une vision, là aussi, complètement tronquée de la réalité du risque. Et donc, on est aussi sur quelque chose qui est sur des enjeux réduits au temps court, hein, celui des essais, sans réfléchir en fait à l'au-delà, et avec une lecture très biaisée des vulnérabilités qui se traduit bien à travers cette déclaration de Pierre Messmer. Les atolls ont été choisis parce qu'on était dans une sorte de désert. Il y avait 5000 habitants qui se répartissaient sur un cercle de 100 000 km. En gros, c'était du vide, sauf que, quand je dis c'est une vision qui est tronquée, certes c'est du vide, mais aux endroits où il y a des habitants, on est sur des fortes concentrations. Donc on ne peut pas avoir une lecture en disant il y en a 5000 sur 5000 km qui voudrait dire qu'on a une densité qui est très faible. Non, là où il y a de la population, il y a des densités qui sont très fortes. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été intégré de manière très nette dans la mise en place, évidemment, du CEP. Alors, on en arrive finalement à la question qui est importante, et là je rejoins ce qui a été dit notamment par Renaud Mels ce matin, ce qui est la question finalement de la dissimulation. C'est-à-dire qu'il y a de la méconnaissance, il y a de la non prise en compte, non-anticipation du risque, mais est-ce qu'il y a aussi finalement de la dissimulation de la part du CEP par rapport à cette question des risques? Alors, ce qui est certain, lorsque vous travaillez sur les cyclones, que vous essayez de travailler sur les cyclones au niveau de Tahiti et que vous vous confrontez à la littérature scientifique, il y a un premier problème, c'est que la littérature scientifique ne produit pas des données convergentes. C'est-à-dire que d'un article à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes cyclones. Il y en a qui sont oubliés, il y en a qui apparaissent, il y en a qui ne sont pas évalués de la même manière, il y a des trajectoires qui changent, on est dans quelque chose qui est très bizarre. Et si on est un tout petit peu complotiste, on peut facilement tomber dans « c'est de la magouille ». Pourquoi ? Parce que parmi les cyclones qui manquent parfois dans la liste, c'est souvent des cyclones qui touchent le secteur de Morojoa. Et là, sans tomber dans le complotisme, en fait, la réponse, elle est toute bête. Comme l'information vient essentiellement des services météo, les services météo, c'est pas qu'ils veulent cacher l'information, ils la fournissent ou ils la fournissent pas. Et donc, du coup, c'est tout simplement, on n'a pas l'information, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, encore une fois, par rapport à ça. Deuxième chose, je vous disais, on a un retour de l'activité cyclonique en 83. Tout à coup, il y en a plein, il y en a 5 ou 6 en l'espace de 2 ans qui se produisent. En plus, ce sont des cyclones violents. Qu'est-ce qui se passe quand on a des phénomènes violents qui s'accumulent? C'est qu'on a tendance à oublier tout ce qui s'est passé juste avant. Et là, on a un problème, puisque ce qui s'est passé juste avant, c'est des cyclones déjà très importants en 80, en 81, en 82. Et donc, du coup, on oublie que ce phénomène-là, ça ne se construit pas juste sur un événement, mais sur une succession d'événements. Or, quand vous voyez la phrase qui est en dessous, on a l'impression qu'il se produit quelque chose, paf, tout de suite, on réagit. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, mais j'y reviendrai après. Les sources que vous avez au niveau du CEP, elles sont pleines d'ambiguïté en ce qui concerne les risques cycloniques. Parfois on en parle, parfois on n'en parle pas. Et puis surtout, vous avez cette délicieuse utilisation des mots, des mots choisis qui sont en fait une forme de langue de bois, de banalisation extraordinaire. On ne parle pas de cyclone, on ne va pas parler de tsunami, on va parler de phénomène hydraulique. C'est quoi un phénomène hydraulique?
ne sait pas trop. Mais en gros, ça ne peut pas être bien méchant, un phénomène hydraulique. Hein. C'est quelque chose d'assez... qui a une vraie volonté, finalement, de noyer le poisson, de diminuer l'importance de la chose. Alors, vous le voyez, les conséquences du cyclone furent classées secrètes, ce qui mécontenta les syndicats, etc., etc. Bref, le côté classé secret, on en revient à ce qu'on disait ce matin, cacher, nier le danger. Et surtout, cacher, nier la non-maîtrise de ce danger, qui est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental dans la communication du CEP. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand vous vous intéressez à cette date-là, vous dites, mais est-ce qu'il y a eu des précédents ou est-ce qu'on a réagi par rapport juste à un événement ou parce qu'il y a eu une succession d'événements? Et ça pose la question des événements précédents, comme sont la tempête Diola de 80 et surtout le cyclone Frances de 1976, dont on connaît quasiment rien. Alors, ce cyclone Frances, voilà ce que vous trouvez sur les cartes qui sont produites par les Australiens. Les Australiens sont toujours utiles par rapport à ça. Et en fait, c'est un cyclone qui commence quasiment en passant sur Mururoa. Donc, il est passé juste à côté. Et quand on cherche, notamment, c'est sur le... Où est-ce que j'avais trouvé ça? C'est sur le site des cols bleus, donc des anciens de la marine qui étaient sur place. Et en fait, dans les commentaires des commentaires, il y a un gars qui disait, bah oui, en 76, il y a les vagues, ils ont emporté ce qui a emporté le macadam, et puis le plutonium qui était en dessous, il a été embarqué dans le lagon. Donc en fait, ce qui s'est produit en 80 sous Tamar, c'était déjà produit en 76. Et si vous regardez ici le petit extrait qui se trouve là, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en 80, c'est Diola. Donc avant 81. Et donc le déborder le vase de quoi? De ce qui s'était produit avant. Et produit avant, c'était 76 plus le tsunami. Donc en fait, quand le CEP se décide d'intervenir, c'est parce qu'il y a une succession d'événements dont on a essayé finalement de masquer ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on soit obligé finalement d'intervenir après Frances, Diola, Tamar, puis les autres événements. Alors, évidemment, je vous disais, on a construit, on a fait des murs de protection par rapport au cyclone et par rapport au tsunami. Et donc la grande question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur les cyclones suivants. Nano, Orama, Vasa, etc., qui ont fait des gros dégâts quand même sur le secteur des Tuamotu. Et là-dessus, en fait, on a assez peu d'informations, si ce n'est que ça a été plus ou moins maîtrisé par le CEP. Alors juste pour Vasa, qui fait partie des cyclones oubliés, je vous montre juste la trajectoire qui provient d'une littérature grise de l'Orstom. En fait, il passe pile poil par Mururoa. Et c'est un cyclone dont on ne sait rien. C'est quasiment rien quoi, sur sa trajectoire, hors les dégâts qu'il a fait directement sur Tahiti. Alors, si je résume un petit peu tout ça, il y a un oubli de l'histoire des cyclones. Il y a une méconnaissance finalement liée à l'absence de culture de risque des populations, mais également des gens qui sont sur le CEP. Il y a vraisemblablement une volonté de dissimulation, une absence de transfert de compétences, de connaissances depuis finalement les scientifiques vers les pouvoirs publics et la société civile, et donc une absence de culture du risque qui fait qu'on est dans un système qui est très vulnérable. Alors, la question, est-ce qu'il y avait anticipation? Non. Il n'y avait pas d'anticipation du risque cyclonique lors de l'installation du CEP. Alors, pour finir, rapidement, quelques petites choses pour expliquer aussi une des raisons peut-être de cette dissimulation. L'enjeu, c'est lié, comme vous le savez, aux effets dominos qui peuvent accompagner ces cyclones, puisque ce qui s'est passé en 80 pendant le cyclone Tamar, le macadam, le béton qui recouvrait les zones polluées au plutonium a été emporté par les vagues, qui s'est retrouvé dans le lagon, et donc on s'est retrouvé avec 10 à 20 kilos de plutonium qui ont été embarqués, qu'il a fallu d'ailleurs derrière essayer de nettoyer, comme vous le voyez sur la photo, et donc c'est ce qui a engagé les gros travaux. Et puis, une dernière petite chose avant de passer à la conclusion, finalement, il y a aussi dans les risques produits, le fait qu'on ait rajouté de la vulnérabilité dans les Tuamotu fait aussi que le risque a complètement changé. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont rajoutées, il y a des infrastructures qui sont rajoutées, et donc il y a plein d'endroits où le risque a augmenté. Alors, ce risque a augmenté, et en même temps, la présence humaine, notamment à travers le CEP, à travers l'armée, etc., a augmenté. Ce qui veut dire que, paradoxalement, c'est un secteur qui s'est retrouvé avec davantage de moyens en faveur de la réparation post-crise. Sauf que cette réparation, en fait, elle se fait de manière, on va dire, choisie. Vous voyez, après le passage de cyclone, en fait, pour Ao et Mururoa, on se félicite, ça a été nettoyé très vite, paf, c'est revenu. Donc il n'y a pas de problème. Là, on a une résilience qui est très forte grâce justement aux moyens qui ont été mis en place. Par contre, quand vous regardez ce qui se passe pour les autres îles sur lesquelles il n'y a pas d'enjeu direct lié au CEP, Mataiva, 1 an pour remettre en service l'aéroport, et puis à Tikao, nettoyage manuel des routes, ça a pris 6 mois. Donc certes, ça va mieux, mais
pas tout à fait pour tout le monde. Alors, pour conclure, il me reste quoi, 30 secondes. À la question de départ, est-ce qu'il y avait anticipation du risque cyclonique? Non, a priori, il n'y en avait absolument pas. Et demain, lorsque je vous parlerai des tsunamis, j'essaierai de vous prouver que cette histoire de la non-anticipation, c'est pas propre finalement au cyclone. On est vraiment dans quelque chose qui est une ignorance des caractéristiques du territoire qui font que finalement il y a une méconnaissance, et donc une méconnaissance des risques qui frise la naïveté lorsque vous avez en plus des événements juste quand vous vous installez qui vous indiquent la réalité finalement du phénomène. Est-ce qu'il y a dissimulation? A priori. Dissimulation pourquoi? Pour cacher sans doute la non-maîtrise de cette question des risques et l'aggravation potentielle des risques qui est liée à l'installation du CEP avec une augmentation des enjeux, une augmentation des vulnérabilités de ces enjeux, des moyens en termes d'information du public à travers les moyens notamment météo qui sont sous-dimensionnés ou sous-utilisés, et au final la non-construction d'une culture du risque et d'une société résiliente, alors qu'on avait une occasion absolument extraordinaire de fabriquer une vraie culture du risque, une vraie société du risque à l'échelle de la Polynésie, compte tenu des moyens qui ont été mis en place avec l'installation du CEP, sauf que en fait les objectifs du CEP, ils n'étaient pas du tout de construire une culture du risque. Alors pourquoi c'est important? Lorsque vous faites vous ne construisez pas de la culture du risque, vous construisez par contre de la non-acceptation des risques. Vous ne les connaissez pas, donc vous ne les acceptez pas. Et ça, c'est une des petites illustrations que vous retrouvez systématiquement dans les plans de prévention des risques. Et là, vous pouvez aller à Tahiti, vous pouvez aller à Marseille, vous pouvez aller à Paris, n'importe où en France, vous aurez exactement les mêmes résultats. Moins on connaît les risques, plus on s'oppose finalement à la cartographie du risque et au zonage réglementaire qui non seulement cartographie, mais également dit le risque. Et dire un risque qu'on ignore ou qu'on ne connaît pas, ça explique aussi que vous ayez finalement une situation qui soit aussi complexe, puisque dans le cas de la Polynésie, vous avez 47 plans de prévention des risques qui ont été prescrits. À l'heure actuelle, il y en a 2 qui ont été approuvés et encore qui sont quand même contestés pour celui de Punaoya. Et vous avez ce retard, cette non-acceptation qui est clairement liée à l'absence de réalisation d'une culture de risque. Et c'est de ce point de vue-là quand même un gros gâchis. Un gros gâchis d'autant plus que dans le contexte du changement climatique et de l'influence de ce changement climatique sur les cyclones, l'enjeu était évidemment tout à fait considérable. Alors, pour finir, juste une petite réflexion sur est-ce qu'il y a une responsabilité du CEP dans cette absence de culture du risque? Pas volontaire, mais involontairement. On avait les moyens de faire beaucoup mieux, on ne l'a pas fait. Donc de ce point de vue-là, il y a réellement on peut évoquer une question de la responsabilité du CEP. Et ça nous renvoie à une dimension qu'on évoquera avec mes petits camarades mulhousiens de manière un peu plus détaillée demain, qui est celle de l'exceptionnalité finalement du territoire par rapport à la question finalement de l'environnement et des risques en particulier. Est-ce que cette exceptionnalité, elle est liée à la question du nucléaire, notamment par rapport à l'écrasement des risques? Est-ce qu'elle est liée à l'éloignement du territoire, qui pourrait expliquer par exemple qu'au niveau des plans de prévention du risque, vous soyez dans quelque chose qui soit tellement éloigné de la métropole? À l'heure actuelle, vous avez plus ce phénomène-là sur la métropole. Merci beaucoup.